Bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce mardi 30 mars 2021. Mars 1985, mars 2021, 36 ans que le RDPC naissait à Bamenda sous les cendres de l'UNC, le parti unique d'alors. Paul Biya, qui venait de prendre les rênes du pouvoir à la suite de la démission d'Amadou Ahidjo, fixait les grandes orientations de cette formation politique naissante. Entre autres, en filigrane, l'ouverture démocratique et la consolidation de l'unité nationale. Quelques phrases mémorables rappellent l'épisode de Bamenda. Il n'est plus nécessaire pour exprimer ses opinions de prendre le maquis, de vivre en exil ou de quitter sa famille. Fin des citations. En 1986, à l'occasion du renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, on enregistre, fait majeur, des candidatures multiples et dans l'analyse des résultats de ces consultations, on observe un taux global de changement de plus de 70%. Le chemin du pluralisme politique est donc tracé par Paul Biya qui confirme sa volonté d'ouverture démocratique en annonçant fin juin 1990 au premier congrès ordinaire du RDPC, congrès alors baptisé Congrès de la liberté et de la démocratie, que le RDPC doit se préparer désormais à une concurrence éventuelle. Puis vinrent les lois de 90 sur la communication sociale et la liberté d'association, entre autres, donnant lieu à un foisonnement de partis politiques, notamment de l'opposition. Aujourd'hui, où en est-on ? Le RDPC a-t-il pu tenir cette concurrence ? Les objectifs assignés aux partis, s'il y en avait, ont-ils été atteints ? 36 ans après la naissance de cette formation politique, le peuple camerounais est-il satisfait de son chemin avec lui ? Madame, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du journal avec JBB, Julien Bert Bissaï. Après le journal, ce sera la deuxième partie de cette émission d'Equinox ce soir, le débrief. Mais tout de suite, le fait du jour. Le RDPC, 36 ans après, son chemin avec le Cameroun. Pour décrypter cette problématique, nous avons convié sur ce plateau Fotin Zojou. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les prisonniers politiques incarcérés dans les prisons de Douala, de Yaoundé, d'Info, de Baossam, de Yoko, de Nkonsamba, et un bon courage au trésorier national du MRC, M. Alain Fouguet, ainsi qu'au conseiller spécial du président Maurice Kamto en charge du panafricanisme, j'ai nommé Olivier Bibou Nissak, et un bonsoir particulier aux prisonniers politiques de la prison centrale de Douala qui ont vu leur mandat de dépôt renouvelé hier alors qu'ils sont déjà à 6 mois d'incarcération pour des faits qui sont condamnables seulement pour 6 mois de prison dans la loi camerounaise. Fotin Zojou, vous êtes militant du MRC, c'est le mouvement pour la naissance du Cameroun. Raphaël Ndougou, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à l'équipe technique qui vous accompagne. Je voudrais dire un bonsoir donc au président national du RDPC, à son secrétaire général, M. Jean Kouete, et puis au secrétaire général adjoint, M. Grégoire Roland. Merci Raphaël d'être venu. Vous êtes militant du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Amarodov Diallo, bonsoir. Bonsoir Duval, je salue chaleureusement toute l'équipe technique mais également tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Vous êtes journaliste. Effectivement. Georges Sémé, bonsoir. Bonsoir à vous Duval, je salue sérieusement mes copanélistes et bien évidemment, je vais saluer l'équipe technique de l'autre côté, mais aussi les nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci Georges Sémé d'être venu, vous êtes journaliste. Je commence avec Raphaël Ndougou, puisque c'est votre parti qui a l'honneur ce soir dans cette émission d'Equinox ce soir. Raphaël Ndougou, en mars 1985, un congrès se tient à Bamenda, c'est le congrès de l'UNC, et c'est un congrès qui s'ouvre avec le nom de l'UNC et qui va se clôturer avec le RDPC, puisque c'est cette formation politique de RDPC va tout porter sur les fonds baptismaux à l'occasion de ce congrès. Un congrès qui intervient 3 ans seulement après la prise du pouvoir par Paul Biya, président successeur constitutionnel d'Amadou Ahidjo, qui venait de rendre son tablier en novembre 1982. La première question pour ouvrir ce débat, parce qu'il s'agit de voir si le RDPC a tenu la route si on
évalue à partir des objectifs qui étaient fixés en mars 85, il faut d'abord qu'on jette un regard sur ces objectifs-là. En mars 85, lorsque le RDPC naît, quels sont les objectifs qui lui sont assignés? Première chose, vous avez si bien fait, hein, vous avez rappelé que c'était le congrès de l'UNC et que, au sortir de ce congrès, le RDPC est né. Faut-il également rappeler que c'était dans le contexte où le président de la République actuelle avait échappé à deux tentatives de coup d'État. Et celle la plus connue, c'était celle du 6 avril 1984. Et donc, avec tout ce qui a tourné autour, il fallait bien remettre les pendules à l'heure. Et justement, le changement de dénomination, l'UNC devient le RDPC, est donné à partir de là. Pour la simple raison qu'il fallait, parce que vous savez que le président national de l'UNC à l'époque était tout puissant, il fallait donc trouver un moyen pour véritablement écarter cela. C'est pour cette raison que au sortir de ce congrès, le RDPC est né. Maintenant, le RDPC est né avec... Donc en réalité, le RDPC est une machine qui est mise en place par Paul Biya pour échapper à l'UNC qui ne contrôlait pas complètement. Puisque l'UNC, le président, alors, le président Amadou Ahidjo, le parti était à un moment donné au-dessus, même de l'État. Il fallait qu'on essaie de résolver ça, puisque bien qu'il était un peu président du Cameroun, il continuait à tenir l'accord, comme on dit au quartier, la chèvre avançant, mais il tenait l'accord. Il fallait donc trouver, bien évidemment, puisque les mêmes membres de l'UNC ont juste traversé pour... c'était juste un changement de nomination. Oui, les textes de l'UNC disaient que c'est le parti qui définissait la politique et que le président était comme juste quelqu'un qui exécutait cette politique. Voilà, donc il fallait donc trouver ce mécanisme-là. Maintenant, vous avez posé la question, est-ce que les objectifs de cette année-là, quels étaient les objectifs? Vous vous souvenez que dans l'ordre du discours du président, il avait placé la création de ce parti-là sous la rigueur et la moralisation. Maintenant, peut-être au cours de l'émission, on va voir si véritablement la rigueur et la moralisation avaient été justement respectées. Est-ce qu'il n'y a pas un anachronisme, Raphaël Ndougou? Parce que je crois que les mots rigueur et moralisation apparaissent dans le discours du président de la République le 6 novembre 1982 à l'occasion de son discours de politique générale lorsqu'il est prêt de serment comme président de la République du Cameroun. C'est bien cela, l'homme n'a pas changé malgré ces tentatives que j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est lui qui c'est la continuité. Okay. En venant changer la dénomination du parti, la continuité est là. Donc, je ne voulais pas aller très vite pour citer le président dans ce sens, parlant de rigueur et moralisation. C'est pour ça que je dis, de toutes les façons, l'UNC est devenu le RDPC, il y avait donc les objectifs. Maintenant, au cours de l'émission, on verra, est-ce que quelque chose là, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui également a marché. On va avoir l'occasion tout à l'heure d'y revenir. Alors, je sais, mais il y a un débat sur la question des objectifs du RDPC au moment de sa naissance. Certains estiment que le parti en réalité n'avait pas à proprement parler d'objectifs puisque le congrès a été convoqué parce qu'il fallait tout simplement se débarrasser de l'UNC qui était fortement tenu par l'ancien président Amadou Ahidjo. D'ailleurs, Raphaël Ndougou a indiqué tout à l'heure qu'il y a eu en avril 1984 une tentative de coup d'État et beaucoup ont estimé qu'il fallait définitivement se débarrasser de l'UNC et c'est la raison pour laquelle ce congrès a été convoqué et qui a abouti à la naissance du RDPC. Est-ce que fondamentalement, il y a des objectifs qui sont assignés au RDPC au congrès de Bamenda en 1985? Alors, vous allez constater que le représentant du RDPC sur ce plateau n'a pas pu répondre à votre première question, à savoir quels sont les objectifs majeurs qui avaient été assignés au RDPC au moment de sa naissance. Donc, moi, je partage tout à fait le point de vue de ceux qui pensent que ce parti, à sa naissance, n'avait pas des objectifs à proprement parler. Il y avait des slogans. Et le représentant l'a évoqué ici tout à l'heure, parlant de rigueur, de moralisation, mais il faut y ajouter le renouveau également pour contextualiser véritablement la vision de ce parti à ce moment. La rigueur, la moralisation, je crois que c'était plutôt des slogans de gouvernance par rapport à la vision politique de gouvernance que le président de la République de cette époque voulait donner à la nouvelle administration qu'il prenait. Mais le renouveau a des relents plutôt politiques. Renouveau par rupture avec l'ancien régime. Et ça s'est matérialisé bien évidemment avec ce congrès
où on a vu la naissance, l'enterrement de l'UNC et la naissance du RDPC. À proprement parler, donc il n'y avait pas des objectifs, mais seulement des slogans, rigueur, moralisation et renouveau, pour changer de gouvernance, mais également pour créer une rupture avec l'ancien régime qui était représenté par le feu. On peut peut-être vous retorquer que si le RDPC est né sous les cendres de l'UNC, ou si vous voulez vous dire de façon triviale que l'UNC est devenu le RDPC, on peut peut-être considérer donc que les objectifs de l'UNC, lorsque cette formation politique est créée le 1er septembre 1966, sont les mêmes que ceux du RDPC qui apparaît donc en mars 1985 à Bamenda. Le représentant du RDPC l'a évoqué tout à l'heure. Il y a une mutation idéologique avec la création du RDPC. Mais c'est la même ressource humaine qui a migré d'un parti à l'autre. Mais seulement, il faut noter que avec l'arrivée de M. Biya à la tête du RDPC, puisque c'est lui qui a créé le RDPC, il avait une autre vision. Cette vision était celle de rompre définitivement avec l'intelligentsia l'intelligence en politique de l'ancien régime. Et je crois que tout à l'heure, le représentant du RDPC a dit, voilà, monsieur Nougou a dit que on a constaté qu'il y avait une prédominance du parti de l'UNC sur la République en elle-même. Donc, il fallait absolument procéder à cette rupture idéologique. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait pas de vision claire à donner en termes d'objectifs au parti. Il fallait plutôt créer la rupture avec l'ancien régime et c'est ce qui a été le cas pendant au moins 5 années des premières prises de pouvoir de M. Biya. Sur le contexte et peut-être les objectifs Armand Diallo, est-ce que vous avez une ou deux choses à ajouter? Tout à l'heure, Georges insistait sur le fait qu'en réalité, les ressources humaines de l'UNC ont été tout simplement reversé au RDPC, en tout cas pour l'essentiel, puisqu'il faut rappeler, cas emblématique, que François Sengako, qui est le secrétaire politique de l'UNC, devient, après Bamenda en mars 1985, le premier secrétaire comment on l'appelle, du comité central du RDPC, si on peut dire ainsi. Oui, mais il y a quand même aussi des changements au niveau de la terminologie, parce qu'on est quitté de l'Union nationale camerounaise à Rassemblement démocratique du peuple camerounais, même si on est resté dans le contexte du parti unique. Voilà, parce qu'il faut voir que en 85, on est encore quasiment un peu dans le contexte du parti unique, mais il y a une volonté quand même de donner de montrer que on approche véritablement l'ère de la démocratie. Voilà. Donc il y a cette volonté-là. On va voir que quelques années plus tôt, le Cameroun fait un retour quasiment un peu au multipartisme. Mais le RDPC naît volontairement sur la base d'un règlement de compte. Parce que le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Afin Ndungu l'a rappelé tout à l'heure, vous voyez que le président de la République a échappé, le coup d'État le plus connu, c'est le coup d'État 85, voilà, d'avril 85. Il a donc échappé. Il y a que, même quand il était président de la République, Aïdjo avait toujours mise notamment au niveau du parti. Lui, il veut donc non seulement changer de domination, mais également implémenter ses marques. Il trouve que je vois qu'avec ses conseillers, qu'il faille d'abord changer le nom. Il a changé le nom, il a donné une volonté démocratique. Maintenant, est-ce que dans les faits, est-ce que cela a pu marcher dans les jours à venir? On essaiera de mieux comprendre tout cela pendant quasiment un peu l'émission. Mais il faut quand même voir que le RDPC est né sur la base d'un règlement de compte. Parce qu'il fallait que le président Paul Biya s'affirme politiquement. Puisque l'appareil politique qui était là était l'appareil politique d'Amadou Aïdjo depuis 60 quasiment. Hein, parce que vous parlez tout à l'heure de 66, depuis 60. Oui, 60, puisque la formation politique d'Aïdjo, c'est l'Union camerounaise. Voilà. Et dans le cadre de l'unification, du processus d'unification qu'il va obtenir en 1972, il procède à l'unification des formations politiques qui deviennent donc l'UNC le 1er septembre 1966. Donc effectivement, toute la difficulté que Raphaël Nougou a expliqué, c'est que le projet n'a pas été pensé véritablement. La seule chose qui avait été ajoutée, c'était démocratique. Donc, est-ce que c'était le hasard? Le projet n'avait pas été travaillé. On va se rendre compte que le RDP sera quasiment la continuité du parti unique. Le président, je crois, sera réélu quelques années plus tard, voilà, véritablement. Votre réaction après ce premier tour de table sur les conditions de naissance du RDPC? La tradition nous enseigne qu'un enfant qui succède à son père et brûle la tombe sera frappé de malédiction. Et justement, le RDPC devient une preuve palpable. Pour preuve,
Après avoir brûlé l'UNC, parce qu'on comptait créer le RDPC, on a aussi brûlé la Cameco pour créer Camer. On a brûlé Sonel pour créer Néo. Bref, on a brûlé la régie FECAM. On a brûlé la BIAO. On a brûlé tout, pensant pouvoir... Voilà, vous parlez des entreprises qui ont été punir privatisées l'histoire, mais dans le sillage. Je vous dis parce que même l'UNC a été d'une manière ou d'une autre muté, donc privatisé, puisque le nom a changé, mais le siège n'a pas changé. Sauf que ce qu'ils ont fait, c'est que à l'ouverture de la démocratie, les maisons du peuple qui étaient conçues avec l'argent de l'État sont devenues de facto les maisons du parti. RDPC, donc c'est une autre escroquerie. UNC d'abord. Ça dit que oui, UNC d'abord, Oui. financé à cette époque par l'argent du contribuable, puisque c'était le parti unique. Et une fois à l'ouverture de la démocratie, ces maisons devaient servir tous les autres partis politiques, puisque c'était l'argent des Camerounais et non des maisons construites sur fonds propres de l'UNC. Alors, qu'est-ce que je dis? C'est que le parti a été créé pour faire une rupture avec le passé, sauf qu'ils ont cru qu'en faisant la rupture avec le passé, ils pouvaient sauver les biens que le passé leur avait apportés. Ce que je reviens donc pour dire, après avoir fait une rupture avec le passé, ils ont également fait une rupture avec le bonheur que le passé avait laissé. Ils ont fait une rupture avec le bien-être. Ils ont fait une rupture avec la paix. Ils ont fait donc une rupture avec tout. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu reconstruire de telle sorte qu'on puisse maudire ou, j'aimerais dire, les comparer au passé si ce ne sont que des regrets. À la base, le parti est créé pour faire une rupture avec le passé. On crée à la hâte. On n'a pas de projet, on n'a pas d'idéologie, on n'a pas d'objectif, on n'a pas d'ambition. On les surcharge des simples slogans, renouveau, rigueur et moralisation. Et après avoir fondé le parti sur la base des slogans, on a passé tout le temps à faire donc une gouvernance de slogans et d'adéquation, grandes ambitions, grandes réalisations, grandes opportunités, grand ceci, santé pour tous, éducation pour tous. On est alors allé de slogan en slogan tel que le parti avait été fondé en 85. Donc, en grosso modo, lorsqu'on succède à son père et décide de brûler la tombe, on est frappé de malédiction. Le malheur est que le Cameroun a cautionné ça à cette époque-là, et aujourd'hui, la malédiction, nous la subissons tous. Raphaël Ndougou, c'est vrai qu'il y a dans le sujet, parlant de ce bilan du RDPC, il n'y a donc pas d'objectif précis, en dehors peut-être de quelques slogans, comme l'ont indiqué les uns et les autres sur ce plateau, rigueur et moralisation. Alors, restons peut-être sur ces slogans-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que le RDPC a tenu ses objectifs? Bon, je crois qu'il faut d'abord revenir sur... D'ailleurs, vous l'avez indiqué, que les ressources humaines ont migré. Mais il faut dire que le poste de secrétaire politique a continué. C'est-à-dire que M. François Sengako, de regretter mémoire, a continué à être secrétaire politique jusqu'à l'arrivée du tout premier secrétaire général qui s'appelle alors Ebenezer Njomwele. Oui, qui a été secrétaire général entre 1990 c'est lui donc et 1992. Qui a occupé pour la première fois le poste de secrétaire général du RDPC, suivi donc de Joseph Charles Ndoumba et René Manuel Sadi, et puis actuellement... Joseph Charles Ndoumba entre 92 et 2007. Très bien. Puis René Sadi entre 2007 et 2011. Et puis actuellement, M. Jean Côté. Depuis Maintenant, 2011, il faut dire que je suis content que M. Footing liste quand même, même si c'est des slogans. Parce que de toutes les façons, on parlait sur la base d'un slogan et puis on réussit quand même à faire quelque chose quand il y a la volonté. Maintenant, entre autres choses également, vous l'avez si bien indiqué également, préparez-vous à la concurrence. Il l'avait dit dans le congrès, le président national. Et puis également, il a dit, vous n'avez plus besoin d'aller au maquis. J'aime toujours le dire ici. Parce que M. Footing s'exprime là aujourd'hui quand même de manière libre. Même si beaucoup estiment qu'il y a eu des luttes, et c'est vrai, il y a eu des marches et ainsi de suite pour que les gens puissent avoir la liberté. De toutes les façons, qu'on le veuille ou non, c'est le président national qui avait dit cela. Que vous n'avez plus besoin d'aller dans le maquis pour vous exprimer. Cela a pris du temps et aujourd'hui on s'exprime. Lorsqu'on ne verse pas dans les jures de la diffamation, on est libre de s'exprimer. Chacun va dans tous les sens, du moins dans le sens qu'il apprécie. Toujours est-il qu'il faut rester soi-même dans sa façon de débattre. Donc aujourd'hui,
je crois que beaucoup de choses ont été faites et beaucoup reste à faire. Parce qu'en réalité, si on commence à voir comment est-ce que les responsables en charge de faire fonctionner un parti politique, j'ai parlé tout à l'heure du secrétariat politique, mais aussi des secrétaires généraux qui sont passés par là, puisque c'est le secrétariat général qui doit activer le parti. Et puis à un moment donné, même si on a changé la vision de l'UNC autrefois, on a tendance aujourd'hui à penser que le fonctionnement du parti RDPC est collé. Vous avez suivi tout à l'heure, M. Fauting parlait des sociétés qui ont été fermées. Tout de suite, quand on veut faire le bilan du RDPC, on a envie de faire le bilan de la gestion de l'État. Bon, peut-être. Donc, en fait, vous estimez qu'on ne doit pas confondre. Il faut d'abord voir le fonctionnement du parti. Oui. Au sein du parti, comment ça fonctionne. Maintenant, si on veut coller ça de toutes les façons, on est obligé de rentrer dans. De faire souvent ce débat le 6 novembre. Oui. Donc, pour vous, il faut dissocier le bilan du parti au bilan de la gestion de l'État. Parce qu'au sein du parti, le fonctionnement du parti, il y a bien de choses qui ont été faites et bien de choses à faire. Or, si on vient là maintenant, on va commencer par parler qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, alors que nous devons questionner qu'est-ce qui marche au sein du RDPC. Avant de donner la parole à Georges, Fauting Zodjou, est-ce qu'il est aisé de dissocier le bilan du renouveau, donc qui commence avec Paul Biya en 82, et le bilan du RDPC qui naît à Bamenda en mars 1985? Mais si tu accouches un enfant et refuses qu'il sorte de chez toi pour aller se responsabiliser ailleurs, il reste sous ta responsabilité. Donc, toutes ces erreurs sont de facto tes erreurs. Comment pouvez-vous dissocier le bilan du RDPC au bilan de l'État? Même pas seulement au bilan de l'État, au bilan du Cameroun tout entier. Parce que gouverner pendant 35 ans avec des ministres qui ne sortent que d'un parti, des sous-préfets qui utilisent les voitures de l'État pour aller faire des meetings politiques, des universités qui sont politisées, des nominations politisées, des directeurs d'entreprises qui militent dans le même parti, ça voudrait dire que le RDPC s'est substitué à l'État du Cameroun. Pour preuve, lorsqu'on mène un débat sur la gestion de la chose publique, les personnes qui défendent la gestion de la chose publique sont les militants du RDPC qui eux-mêmes se confondent à l'État sur les plateaux de télévision, dans des radios, sur les réseaux sociaux. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui, après 35 ans de gestion sans partage, de dissocier le RDPC de l'État du Cameroun? Le bilan du RDPC est le bilan de l'État du Cameroun. Le président du RDPC est éternel à la tête du parti, d'ailleurs il est président naturel, il est éternel à la tête de l'État, il a refusé de partager. Les militants du RDPC font la corruption pour acheter l'électorat, et également ils font la corruption lorsqu'ils gèrent l'État. Donc la manière dont fonctionne le RDPC et la manière dont fonctionne l'État du Cameroun, et comme l'État participe d'une communication non verbale et d'une construction de la pensée globale de la société, le fonctionnement direct de la majorité des Camerounais est devenu comme le fonctionnement du RDPC. Alors, vous ne pouvez pas aujourd'hui, Raphaël, dire qu'on peut dissocier les deux. Les directeurs des entreprises publiques sont militants de votre parti, les ministres sont militants de votre parti, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, à quelques exceptions, sont militants de votre parti politique. Alors, vous ne pouvez pas dissocier. Vous devez assumer le bilan calamiteux de l'État et comprendre tout simplement que ce que le Cameroun est aujourd'hui, c'est à cause du RDPC. Et comme vous avez vous-même à la création du parti décidé d'allumer une flamme, la flamme a tout consumé. Consumé les mentalités, consumé la morale, consumé la République, consumé la justice, consumé les entreprises, consumé l'éducation, consumé la culture. La flamme a tout consumé. Et ce qui est quand même intriguant, c'est qu'au-delà de ceux qui défendent et de ceux qui critiquent, le Cameroun aujourd'hui, tout le monde subit cette flamme. Pour preuve,
vous avez les plus hauts cadres de votre parti qui sont aujourd'hui à la prison de Yaoundé pour détournement de fonds. C'est ça l'idéologie du RDPC, peut-être les objectifs qu'il fallait atteindre. Ah oui, vous parlez justement des personnalités qui sont incarcérées dans le cadre de l'opération d'assainissement de la morale publique. Cela peut peut-être permettre de remonter à 1982, justement, parce que le président Biya parlait de rigueur et moralisation. Georges Sémé, sur le débat de la confusion du bilan du RDPC et de l'État, est-ce que vous y comprenez grand-chose? Oui, bien sûr, parce que le prétexte qui a donné à votre thématique, c'est l'anniversaire du RDPC. Oui. L'anniversaire du RDPC qui est le parti au pouvoir. Donc, en réalité, on devrait, quelle que soit la pertinence de vos arguments, Monsieur Footing, on devrait dissocier le parti avec son bilan interne depuis sa création et le parti qui est au pouvoir en interne. Et je crois que M. Raphaël Ndungu pourra nous en dire davantage. Je crois quand même qu'il y a de l'eau qui a coulé sous des ponts au RDPC, bien que le président de ce parti soit toujours le même, mais il y a quand même eu quelques innovations en termes de dosage, de jeunes, de genre, etc., etc. Il y a eu une nette évolution. Mais et là, c'est à ce niveau que je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est le RDPC qui dirige ce pays et malheureusement, il est comptable. Il est comptable de la gestion du Cameroun aujourd'hui. Et là, maintenant, on pourrait faire un bilan du RDPC en tant que parti au pouvoir. Mais il est important de dissocier le RDPC dans son fonctionnement interne et le RDPC en tant que parti dirigeant aujourd'hui au Cameroun. Sur la question, tout à l'heure à l'introduction de l'émission, je rappelais cette phrase du président de la République à Bamenda en mars 1985. Nul n'a plus besoin de prendre le maquis pour exprimer ses opinions. Cela a sonné comme un signal pour une ouverture démocratique, pour la liberté d'expression, la possibilité pour les uns et les autres de pouvoir s'exprimer. Et effectivement, on a eu le sentiment que le président Biya était convaincu de ce qu'il disait. On indiquait qu'en 1996, à l'occasion de l'opération de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, il y avait déjà des candidatures multiples et cela s'est concrétisé en 1990 lorsqu'il a demandé à ses militants du RDPC de se préparer à une éventuelle concurrence. Est-ce qu'aujourd'hui, en regardant le chemin parcouru, si on fixe le curseur à Bamenda 85 et notamment sur cette question d'ouverture démocratique, est-ce qu'aujourd'hui on peut être satisfait? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Alors, tout à l'heure, le débat était entouré sur la question des objectifs et on a abouti à ce qu'il n'y avait pas véritablement d'objectifs, rien que des slogans. Et dans mon analyse, je disais qu'il y avait des slogans extrêmement politiques et des slogans administratifs. Les slogans administratifs portaient sur la rigueur et la moralisation parce qu'il fallait refaçonner cette fonction publique qui avait été laissée par l'ancien régime. Et le renouveau était strictement interne au RDPC parce qu'il fallait donner du sang nouveau à ce parti qui avait encore une prédominance de l'ancien régime. Maintenant, sur le bilan, je crois qu'il faut faire un bilan disséqué, un bilan politique, un bilan économique, un bilan social et un bilan même sur la gouvernance qui intéresse particulièrement mon ami Footing Zedou. Sur le plan politique, je pense qu'il y a eu des avancées certaines, il y a des avancées réelles et vous avez bien fait de placer les années 90 qui ont été un véritable tournant pour le Cameroun et au cours desquels le président de la République a laissé entrevoir qu'il allait avoir des ouvertures. Et ces ouvertures émanaient, certes, des facteurs internes, mais surtout des facteurs exogènes au Cameroun parce que il y avait un fort vent de liberté qui soufflait non seulement à l'étranger, mais également, non seulement dans les pays occidentaux, mais également en Afrique. Et c'est la raison, c'est ce qui a justifié cette impulsion qui a été donnée par le président français Mitterrand en rassemblant la plupart des chefs d'État africains afin de leur inculquer une nouvelle impulsion démocratique et de liberté et de respect des droits de l'homme à donner dans leurs pays respectifs. Et je crois que, discours de la Baule. Effectivement. Et le président Paul Biya avait déjà vu juste, sentant venir ce vent de la liberté, l'avait annoncé d'abord en interne au sein du parti, mais également au peuple camerounais. Ça aboutit à ce qu'il y a eu certaines avancées en matière politique. D'abord, sur la forme de l'État, il y a eu des révisions constitutionnelles que nous avons observées. Il y a également eu
une avancée textuelle, des avancées textuelles sur les droits de l'homme, les lois sur les libertés, les années 90, etc., etc. Mais il y a eu de nettes avancées également en ce qui concerne la gouvernance même, la gestion même de la chose publique. Le Cameroun des années 85 et 90 n'est plus le même que celui de 2021. Il y a eu des avancées, même si, comme le disait tout à l'heure le monsieur Ndougou, il y a beaucoup de choses à refaire. Mais je crois que si on veut faire un bilan du parti qui dirige le Cameroun, on devrait le disséquer en bilan politique, en bilan économique, en bilan social également, en bilan de gouvernance. Compte tenu de que nous n'avons pas beaucoup de temps pour faire le tour de toutes ces questions-là, je reviens à Rodolphe Diallo sur cet aspect. J'ai parlé tout à l'heure de cette volonté d'ouverture démocratique du président Biya. Il indique au congrès de Bamenda, et puis au sein du parti même, on voit que les choses bougent. Est-ce que cette lancée-là, on l'a poursuivie? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se satisfaire de cette trajectoire du RDPC? Mais bien avant de répondre à ces questions, je voulais quand même dire qu'il est difficile aujourd'hui au Cameroun de dissocier le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et l'État du Cameroun, parce que le RDPC c'est la continuité de l'UNC. Et nous sommes au moment du parti unique, où le président du parti est par exemple le président de la République. En ce moment-là, ce président de la République, en même temps, qui est le président du parti, qui gère les affaires de la nation. On a regardé cela. Quand vous regardez aujourd'hui au niveau de la technostructure de l'État, il y a eu un moment où quand le président de la République sortait notamment pour ses voyages ou pour des déplacements, il y avait une personnalité qu'on ne pouvait pas hiérarchiser, notamment au niveau de la nomenclature de l'État, le secrétaire général du RDPC. C'est-à-dire que quand on classait d'un côté le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, et qu'on mettait le délégué du gouvernement Timévouna, il y avait un secrétaire général du RDPC qui venait se greffer à côté. On ne comprenait pas trop comment, dans un pays démocratique, où il y a plusieurs partis politiques, qu'un secrétaire général d'un parti doit venir recevoir un président de la République. Donc à ce niveau-là, c'est quand même, il est difficile de dire qu'on peut dissocier le bilan du RDPC, de l'État du Cameroun. Autre chose, regardez comme le RDPC fonctionne. Quand par exemple, il y a au moment des élections, vous voyez qu'il y a des circulaires internes au parti, on adresse aux délégués départementaux, aux délégués régionaux, aux directeurs d'entreprise et d'État. Dans les administrations déconcentrées des ministères. Effectivement, que le RDPC leur demande de cotiser pour le bon fonctionnement du parti. Vous voyez qu'à un moment donné, ça devient un peu délicat. Et dissocier le fonctionnement du RDPC de l'État du Cameroun, ce serait faire du banditisme politique. Maintenant, pour revenir sur ce qu'on appelle l'ouverture démocratique, le président de la République était obligé, parce qu'il faut quand même voir que Georges m'a rappelé tout à l'heure, c'était les mouvements, c'était le vent de l'Est, c'était un contexte en Afrique, c'est comme un peu ce qu'on avait appelé le printemps arabe, c'est-à-dire que les peuples de l'intérieur bouillonnaient, on voulait le changement, on ne voulait plus le parti unique. Et le président de la République était donc obligé de faire comme ce qui se passait véritablement dans les autres pays. Et il a donc cédé au retour du multipartisme. Il n'a pas offert la liberté aux Camerounais. Il a été obligé de redonner cette liberté de penser là pour qu'il y ait une pluralité démocratique. Parce qu'il y avait cela bien avant 82, bien avant 85, ou pas de 82, date de son accession véritablement à la magistrature suprême. Maintenant, dans les faits, vous allez voir que on peut parler comme on parle ici librement, mais des fois tu peux sortir là, on te muselle, ainsi de suite. Vous allez voir que le RDPC fait tout pour museler les autres partis politiques, et ce n'est pas l'affaire Ndougou qui va démentir que le RDPC n'est pas un parti réellement démocratique. Parce que mon voisin de droite, il est du MRC. Vous allez quand même voir qu'ils sont allés à un moment pour jouer le jeu, ils voulaient installer leur parti dans le sud, à l'est, ainsi de suite. Ils ont été bloqués à l'entrée de la ville. Un ministre a même dit que c'était le centre granitique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, la démocratie suppose l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence. Le pluralisme, si vous bloquez, si vous dites que vous êtes un parti démocratique et que vous estimez que dans une région du pays, il y a un autre parti qui ne peut pas venir s'installer, ça montre quand même qu'il y a une sorte de démagogie et que le Rassemblement démocratique n'est pas forcément démocratique. Donc, pour dire quand même qu'il y a des libertés assez véritablement masquées, mais le Rassemblement démocratique du peuple camerounais c'est un parasite qui vit au joug de l'État du Cameroun, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et les libertés, certes, on peut avoir au niveau des médias, ainsi de suite, mais la liberté effective, comme on dit dans une démocratie, même si c'est un construit, n'est pas encore véritablement une effectivité. La justice n'est pas encore véritablement libre chez nous. Donc vous allez voir que, regardez par exemple, il y a un cas d'un ancien
militant du Rassemblement démocratique peuple camerounais, ancien directeur général de la télévision du contribuable du Camerounais, où on nous dit qu'il a eu la grâce. On ne sait pas si c'est un arrêt de poursuite, ainsi de suite. C'est un silence total. Les gens se réjouissent. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas cette liberté véritable. Il n'y a même pas que ça. Il y a plusieurs choses qui montrent quand même que... Alors on va permettre à Raphaël peut-être de dire... Alors Raphaël, comme ça, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, n'est pas démocratique. Disons que vous allez vous rendre compte que au cours des 45 premières minutes, on sera obligé de prendre à gauche et à droite. Pourtant, il est question de parler du bilan du parti. Bien sûr. Maintenant, moi justement, bien puisque nous tendons vers comment je vais appeler ça, dire qu'on veut prendre le parti et prendre la gestion de l'État. D'accord, allons-y. Mais il se trouve que... Non, ce n'est pas la même chose. Je viens de me rendre compte que vous êtes également... Ça ne peut pas être la même chose. Pourquoi je le dis? Parce que, oui, puisqu'il affirme que les militants, les cadres du MRC sont allés installer, je ne sais pas, un comité ou bien des militants du côté du Sud. C'est liberté pensée. Oui, c'est une pensée. C'est vrai qu'il a aussi parlé d'un ancien cadre du RDPC qui est à la prison. J'y allais justement. Est-ce que quand ces militants du MRC allaient dans le Sud, ils allaient installer les arbres ou bien ils allaient installer les hommes? Sinon, il y avait les hommes là-bas, ça veut dire que ces hommes-là préparaient le terrain pour accueillir leurs responsables. Ce n'est pas ça le débat. Non, s'ils sont bloqués, ça veut dire qu'ils n'ont pas de militants. Parce que les militants auraient dû se soulever pour dire non, nous attendons nos responsables. Mais ce n'est pas ça le débat. Vous avez également parlé de l'ancien directeur général de la CRTV. Nous avons d'ailleurs dit que ce n'était pas normal, puisqu'il était malade, il fallait qu'il aille se faire soigner. Mais il se trouve que dans le cadre justement de la rigueur et la modernisation là, justement, le président Biya avait dit, c'est parce que tout ce que vous entendez là, au départ, il parlait à ses militants. Quand il dit à ses militants, vous n'avez plus besoin d'aller au maquis, parce qu'autrefois, dans l'UNC, on ne s'exprimait pas. Oui, c'est vrai qu'au moment où il le dit, il y a beaucoup de c'est le parti unique, la dictature. Je continue de vous dire, ça veut dire qu'on ne s'exprime pas. Permettez-moi. Voilà. Étant membre de l'UNC à l'époque, on ne s'exprimait même pas. Parti unique. Je voudrais qu'on se comprenne. Oui, ça c'est vrai. Si. On sait faire en sorte qu'on ne peut pas s'exprimer. Oui, absolument. Oui, parce au moment où il le la dit, dictature. Au moment où il le dit à Bamenda, effectivement, il y a beaucoup de Camerounais qui sont en exil. Je continue de Et c'est vrai que lorsqu'il a pris le pouvoir en 82, dans ses premiers discours, les gens ont compris qu'il y a un autre Cameroun était possible et il y a beaucoup qui ont commencé à revenir au pays. Et il faut quand même dire aux Camerounais que la dictature, c'est la terreur. Celui qui parle, c'est le Léviathan, c'est-à-dire le président. Donc on fait la dictature sur le plateau. Non, c'est pas de dictature. Non, c'est Raphaël sur le plateau. C'est Raphaël qui a la parole. Non, la dictature. Non, c'est Raphaël qui a la parole. C'est Raphaël qui a la parole. Quand le président, il s'adresse d'abord à ses militants, parce qu'on connaissait le contexte dans lequel on vivait à l'époque. Je vous dis que même si vous avez la carte de membre, il n'était pas facile de prononcer le nom du président national. Figurez-vous que le président actuel du RDPC était vice-président. Maintenant, quand il parle encore de la concurrence, préparez-vous à la concurrence, effectivement, le vent dont vous parlez venait déjà. Et il ne fallait pas que ces militants soient surpris. Et justement, parce que le vent vient, il faut que vous vous préparez. Dieu sait que certains même membres du RDPC étaient même contre l'arrivée de la démocratie chez nous. Il y a des marches, il y a des contre-marches. Justement, parce que peut-être n'était même pas suffisamment préparé pour cela. Maintenant, si vous voulez qu'on mélange justement de la gestion de l'État, effectivement, vous voyez là que le président, il y a qui parle de la modernisation et de la rigueur, arrête ses propres membres, les envoie en prison lorsqu'ils sont reconnus coupables de détournement. Donc vous comprenez que de manière globale, je vous ai dit en un mot, que beaucoup de choses se sont passées, mais beaucoup reste à faire. C'est pour ça que moi je reste un peu, quand vous me voyez un peu disant, parce qu'en réalité, j'aurais bien voulu qu'on parle de la gestion, tout comme on peut parler de la gestion de l'UPC, comme on peut parler de la gestion du MSC, etc. Parce qu'en réalité, en interne là, il y a plein de choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Oui, mais en réalité, ce qui nous intéresse, Georges, je vais juste rappeler à Raphaël, hein, on a bien dit le RDPC 36 ans après, le chemin avec le Cameroun. Donc, la gestion de l'État dans l'intérêt du peuple camerounais. Non, juste deux mots. Ce thème est extrêmement important, il est pertinent, mais il nous perd un peu. Il nous perd un peu parce que je pense quand même que
le RDPC en tant que parti politique devrait avoir un bilan interne. Et sur la question, malheureusement, M. Ndougou ne nous a pas donné beaucoup d'arguments là-dessus. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'arguments là-dessus. Et maintenant, RDPC en tant que parti gouvernant, devrait être également dissocié de ce qu'il est un simple parti pour avoir plus de clarté dans l'analyse. Je crois qu'il faut absolument dissocier le RDPC en tant que parti politique. Et là, je crois que M. Ndougou va prendre peut-être toute la moitié de la parole. Et le RDPC en tant que parti gouvernant qui est comptable de la gouvernance aujourd'hui de notre pays. Mais il est absolument important pour édifier nos téléspectateurs de faire la part des choses entre ces deux aspects. Et vous l'avez fait, puisque dans le bilan que vous avez esquissé tout à l'heure, on voit très bien que c'est le bilan au profit du peuple camerounais. Dont le RDPC en tant que parti gouvernant. Effectivement. Alors, Fosine Zodou, vous avez commencé à donner quelques éléments tout à l'heure sur ce que vous considérez comme le bilan du RDPC en tant que parti gouvernant. C'est vrai que vous avez caricaturé un tout petit peu en indiquant que tout a été brûlé, mais il y a quand même des choses qui ont été relevées par Georges Sémé tout à l'heure sur la marche quand même vers l'épanouissement du peuple, les acquis, la consolidation de la Constitution nationale, entre autres, non? Quand Rodolphe Ndiaye dit qu'aujourd'hui on peut quand même s'exprimer sur un plateau, moi je pense qu'il est important de faire une différence entre la liberté de parler et la liberté d'expression. L'expression n'est pas toujours verbale. L'expression, c'est aussi la manifestation, la marche, l'écriture, le militantisme. On exprime une opinion. Pour exprimer une opinion, on ne passe pas toujours par le langage. Vous savez, il y a un monsieur en prison qui s'appelle Paul Chouta. C'est-à-dire que quand vous parlez du bilan, il a 2 ans de prison accusé de diffamation sans procès. C'est-à-dire qu'on l'accuse de diffamation. La loi prévoit qu'on condamne quelqu'un pour diffamation de 2 à 6 mois. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le RDPC qui contrôle le Parlement. Alors, on t'accuse de diffamation et tu fais 2 ans. Juste parce que tu as diffamé. Non seulement on ne te juge pas, mais on t'oublie. Il y a d'autres, on l'appelle Siddiq Sango. Ils sont comme ça des milliers. Voilà ceux du MRC. Rien n'a changé au niveau de l'ouverture aux libertés. Il y en a aussi des militants du RDPC qui peuvent... Les libertés, oui, mais ils sont parce qu'ils ont volé. C'est différent de ceux qui se sont exprimés. Nous parlons ici de l'ouverture aux libertés. Les libertés fondamentales, la liberté d'expression, de manifester, la liberté politique. C'est-à-dire que quand on regarde dans le fond, le RDPC a accepté l'ouverture à la démocratie malgré lui. C'est-à-dire que la gestion du parti en interne, tout comme la gestion du Cameroun, ne fonctionne que sur la base de l'embuscade. Il n'y a pas de plan. La justice, les lois qu'on crée ne sont que des loisirs. On ne les applique pas. La justice se fait sur la base des humains, des intentions, des clans, pour preuve. Il y a ceux comme Yves Michel Foto qui peuvent bénéficier d'une évacuation sanitaire. On ne sait pas si c'est une évacuation sanitaire ou c'est une libération. Ou c'est une grâce. Il y a ceux comme Endosé et qui peuvent souffrir jusqu'à mourir et qu'on annonce la rumeur de sa libération. C'est comme ça que ça fonctionne. Rien n'est structuré, tout comme le parti à la base. Vous voyez? Il y a les partis politiques de l'opposition qui sont allés dans les compétitions, mais qui arrivent au Parlement. Les textes du Parlement, ça dit que là où on vote la loi, on ne respecte pas les textes de loi interne. Le SDF a tenté par plusieurs moyens de porter la crise anglophone en débat à l'Assemblée nationale. Il n'a pas obtenu. Pourtant, la majorité des députés venaient de ces régions. Qu'est-ce que la loi du Parlement dit? Là où on vote les lois, on viole les lois. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quand on dit qu'il y a eu des améliorations, il n'y a pas eu d'amélioration. Même les améliorations ont été faites malgré. On dit qu'à la création du RDPC, on disait aux gens, on nous annonçait, ou du moins le président déclarait, vous n'avez plus besoin de prendre le maquis. À l'époque, il y avait des gens qui étaient en exil. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Camerounais en exil? Vous pensez qu'il n'y a pas de Camerounais en exil? Vous connaissez un certain Sioé qu'on a arrêté à l'aéroport parce qu'il avait un livre de Maurice Kamto, Urgence de la pensée. Vous pensez qu'il peut revenir au Cameroun? Alors, quand les gens l'ont vu à l'aéroport, on l'accuse d'appartenir à une certaine brigade anti-Sardina. Juste avec le livre en main, on l'arrête. Donc, il n'y a pas eu d'avancée. Ce qu'il y a eu, c'est qu'on est retourné au parti unique en créant des petits copains. Et ceux qui tentent de refuser le copinage sont muselés, traqués, envoyés en exil.
oubliés en prison. Ils sont nombreux. Voilà quelqu'un, je prends un cas simple pour dire qu'il n'y a pas eu d'avancée. Olivier Boubou Nissa. On l'arrête dans sa maison en présence de sa femme et de ses enfants et on l'accuse d'attroupement, de rébellion, de manifestation dans sa propre maison. Pourtant, il n'a pas sorti. La marche pour laquelle on soupçonne même qu'il a marché n'a même pas encore eu lieu. Alain Fouguet, on l'arrête parce qu'on l'appelle à minuit de venir intervenir parce qu'il y a une situation. Il demande aux policiers qu'est-ce qui se passe. On l'arrête et on l'envoie en prison. On l'oublie. On peut prendre comme ça des cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun pour conclure? Depuis la création du RDPC, le pays n'a que faire régresser. Maintenant, parlant de leur cuisine interne, moi ça ne me concerne pas, mais je sais qu'une femme qui crie sur le marché en agressant les passants, crie aussi à la maison en agressant son mari, en agressant les enfants, son beau-père et sa belle-mère. Vous ne pouvez pas me dire que la gestion calamiteuse de l'État est le contraire de la bonne gestion au sein du RDPC. Je conclue en disant, si tous les ministres du RDPC, peut-être la majorité, bref, une bonne partie s'est retrouvée en prison pour avoir détourné l'argent, volé, magoué, pratiqué la corruption, c'est parce qu'ils avaient l'habitude de pratiquer cette même corruption et ce vol au sein du parti. Mais comme dans le parti, ce sont des amis, des frères. Ces ministres ne sortent pas de loin. Ils sortent du RDPC et on ne peut pas sortir d'une maison où on fait les bruits pour aller faire la paix à l'extérieur. C'est pas possible. Alors, Georges Sémé, le président Biya, lorsqu'il prend le pouvoir en 1982, il y a un coup d'État en 1984. Il faut quand même rappeler qu'avant le coup d'État d'avril 1984, il y a un congrès de l'INC qui s'est tenu le 14 septembre 1983. Et il semble que c'est au cours de ce congrès, effectivement, que tout a basculé, où le président Idio a senti, effectivement, qu'il avait perdu le contrôle du parti. Et les analystes disent qu'il est parti. Il y a eu le coup d'État, donc, qui intervient en avril. Le président Biya organise avec les autres le congrès de Bamenda. Au cours du congrès de Bamenda, il parle donc de cette ouverture, de la possibilité pour les uns et les autres de s'exprimer sans plus prendre le maquis. En 1986, il y a le renouvellement des organes de base du RDPC. Il y a des candidatures multiples. On sent qu'il y a le pluralisme qui commence à naître. En 1990, il y a les lois sur les libertés et il y a surtout cet appel à se préparer à la concurrence. Le sentiment qu'on a, c'est que quelques temps après, la machine s'est grippée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est resté sur le même élan ou bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas marché? Alors, d'abord, les premières années de M. Biya à la tête du Cameroun étaient marquées par sa volonté d'asseoir ses hommes. D'abord, asseoir ses hommes, asseoir sa politique, asseoir sa vision, asseoir ses idéaux. Je crois que ça a pris au plus 4 ans avec les slogans que nous avons cités tout à l'heure. On ne va plus revenir là-dessus. Mais il y a eu ce grand facteur qui venait de l'étranger, avec ce vent de la perestroïka qui a soufflé d'abord du côté de l'Asie, en Europe de l'Est, qui a eu malheureusement, heureusement, des implications ici en Afrique. Et le président de la République Biya était obligé d'épouser ce vent et avait presque les pieds et poings liés d'annoncer une avancée démocratique. Et tout à l'heure, je parlais de cette concertation de la BOL qui a finalement abouti à ce nouveau vent démocratique au Cameroun et dans d'autres pays africains. Ça, c'est sur le plan politique. Mais il est important de questionner également la gouvernance même de M. Biya lors de ses premières années. Et c'est là où je reviens sur la rigueur et la moralisation. Il s'agit là, en effet, d'apporter une autre vision de l'administration sur la base de ce qu'a laissé l'ancien régime. La rigueur, ça veut dire qu'il faut être plus rigoureux dans la gestion de la chose publique, et la moralisation, ça veut dire qu'il faut apporter une autre façon de gérer la chose publique. Et malheureusement, après 36 années, aujourd'hui, c'est vrai, je n'utiliserai pas le mot amélioration de Voting Audio, mais il y a eu des évolutions. Il y a eu des évolutions notables sur le plan politique, il y a eu des évolutions sur le plan de la gouvernance, mais bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses
à refaire, à parfaire. Et c'est là que je prends le cas, par exemple, de la situation qu'a tout à l'heure évoqué Armand Diallo sur la justice au Cameroun, qui est un véritable problème aujourd'hui. Et il y a quelques semaines, lors de la rentrée judiciaire dans notre pays, le président de la Cour suprême lui-même a évoqué la situation de la justice au Cameroun qui était minée par la corruption, qui était minée par les lenteurs administratives. Et tout cela peut être vérifiable dans d'autres domaines qui font qu'on s'interroge aujourd'hui, 36 ans après, sur le RDPC en tant que parti gouvernant de notre pays. Enfin, le goût peut-être en quelques secondes avant qu'on ne retrouve le plateau du 20h. Non, mais écoutez, le président Biya avait dit à ses militants, quand je vous dis que le président s'adresse à ses militants, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le RDPC n'est pas un parti d'état-major. Nous sommes à l'ouverture de la campagne, je crois, à Maroua. Et puis il dit, les voleurs à col blanc, les détourneurs de fonds publics, ils rendront gorge, il s'adresse à ses militants. Et lorsqu'il passe à l'action, on a comme l'impression que c'est devenu le dictateur et ainsi de suite. Même si je suis d'accord, parce que nous parlons de ça tous les jours sur les mêmes plateaux, nous disons que la justice, il y a un problème. Quelqu'un va passer 1 an, 2 ans en détention provisoire et ne pas être jugé. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ok. Alors, on aura l'occasion de revenir sur ce développement dans la deuxième partie d'Equinox ce soir. Ce sera après le journal de 20h qui sera présenté par Julien Berthe Bissay que nous retrouvons tout de suite. Julien Berthe, bonsoir. Bonsoir Duval Fangoua, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors, la vitrine du 20h ce soir. 2 titres au menu du 20h. Tout d'abord, la cérémonie d'investiture du président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, devant ses pairs et hautes personnalités. Il a promis d'œuvrer pour le développement économique de son pays pour les 5 prochaines années. Cependant, il a mis en garde les hommes politiques qui œuvrent avec les groupes armés pour déstabiliser le pays. Vous l'écouterez au 20h. Et puis, autre fait majeur de ce journal, c'est le mouvement de protestation des employés de la société en charge de la distribution de l'énergie électrique à Bafoussam. Ils sont sortis en masse ce matin pour dénoncer les mauvaises conditions de travail du Val. Voilà, ce sera donc les grandes articulations du journal de 20h dans quelques minutes avec JBB, Julien Berthe Bissay. Et juste derrière ce journal de 20h, nous vous retrouverons pour la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief, avec nos invités sur le plateau. Pour le débrief sur le plateau d'Equinox ce soir, deuxième partie, nos invités, Georges Sémé, journaliste, Armand Rodolphe Diallo, journaliste, et bien sûr Raphaël Ndougou du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, Faustine Zodjou du MRC. Raphaël Ndougou, c'est vous qui avez la parole avant le début du journal. Vous étiez en train de développer sur quelques aspects du bilan du RDPC depuis sa création à Bamenda en 1985. Nous essayons juste de prendre quelques clichés. D'ailleurs, je voudrais noter qu'au moment où l'UNC devient le RDPC, vous vous souvenez, j'ai rappelé le contexte dans lequel il avait été créé, notamment la tentative de coup d'État, et cela avait occasionné beaucoup de problèmes au Cameroun, notamment sur les anciens cadres de l'UNC qui étaient obligés de quitter le pays. Je voulais passer les noms que vous connaissez. Et il fallait donc justement que, au moment de la création du RDPC, le temps de remettre les gens au travail, le temps pour le président Biya de ramener la paix. C'est-à-dire que vous connaissez certains qui étaient morts en prison. Il fallait donc trouver toutes ces solutions à ces problèmes. Maintenant, la question, puisqu'il n'y a pas assez de temps, la question c'est celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'au-delà, au regard des multiples adresses du président national du RDPC à ses militants, est-ce qu'il avait été bien compris? Est-ce que les militants ont fait ce que le président national avait demandé? C'est là toute la question. Et aujourd'hui, c'est souvent, d'ailleurs, au cours de l'émission, au cours de la première partie, les uns et les autres parlaient des prisonniers qui sont en prison, beaucoup plus ceux qui sont soupçonnés pour certains des détournements des fonds publics, ainsi de suite. Je crois qu'à ce niveau-là, il va falloir quand même répondre par non. Non, parce que si on vient dire ici que tout a été bien fait, ça veut dire qu'on n'aime même pas le parti dans lequel on milite. Pour la simple raison que le président a pris la peine d'expliquer, de dire aux gens, faites attention. La concurrence n'était pas seulement sur l'avènement du multipartisme, la concurrence aussi était dans la gestion. Quand il a parlé de rigueur
autrefois. Donc, est-ce que les gens ont compris que la rigueur, c'est la rigueur dans la gestion de la chose publique? Aujourd'hui, donc, on se rend bien compte que le président était obligé de passer à la vitesse supérieure. Et il y a un autre cliché là qui, justement, quand il parle du parti qui n'est pas le parti d'état-major, beaucoup de cadres qui, justement, militent dans ce parti-là, vous connaissez les frustrations qu'il y a souvent quand il y a, par exemple, le renouvellement des organes de base, quand il y a les investitures et autres. Je pense donc qu'aujourd'hui, au regard, par exemple, du sommier politique qui est en train d'être renouvelé, qui a été annoncé, qui est même sur le terrain en ce moment, il est donc question, premièrement, de savoir combien nous sommes, pour éviter à nos amis d'en face de toujours penser qu'il y a fraude. Combien nous sommes au sein des 377 sous-sessions qui existent de par dans 360 au Cameroun et 17 autres de par le monde. Qu'on sache combien nous sommes, et puis maintenant, quel est véritablement la force, merci beaucoup, la force du parti quand il y a une élection. Sa force réelle. Et la force réelle. Et maintenant, pour ce qui concerne même ces différentes sous-sections et sections qui existent, quel est le rôle? Je pense qu'au regard de ça, lorsqu'on va donc renouveler les organes, on laissera peut-être la base en ce moment-là donc de choisir les leurs pour les élections à venir, de telle manière que quand les gens vont à l'élection, soit législative, soit municipale, que ce soit véritablement ce que la base aura choisi. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je voulais dire que moi, je m'interdis de parler en même temps de la gestion des choses, de la chose publique, et en même temps de la gestion du parti. Parce qu'au quotidien, nous parlons des choses qui se passent dans notre pays, mais lorsqu'il va falloir parler du parti, je crois que le président a vu juste, quand on va renouveler les organes de base, il va falloir que ce soit véritablement fait en âme et conscience de tout militant. Parce qu'on a connu beaucoup de frustrations, et en ce moment-là, nous pensons qu'il faut qu'on laisse quand même les gens s'exprimer, puisque c'est un parti démocratique. Il faut que les gens s'expriment, et quand les gens s'expriment, bien évidemment, il y a les canaux, c'est-à-dire les conférences de sous-sections, les sections. Et puis maintenant, lorsqu'il y a renouvellement, j'insiste là-dessus, il va falloir qu'on laisse les militants de base choisir leur candidat ou alors choisir leur dirigeant au sein du parti. Oui, puisque le parti n'est pas un parti d'état-major. Justement. Alors, Amar Rodolphe Jalleux, pour sortir définitivement de cette question-là, ce RDPCA, tel qu'il le décrit, tel qu'il se présente aujourd'hui, avec le bilan qui est le sien depuis sa création en 1986, vous croyez que les Camerounais devraient continuer avec ce RDPC-là ou bien ils devraient penser à autre chose? Quand vous suivez l'affaire Ngogo, il dit qu'ils sont en train de chercher combien ils sont. Entre 6 ans, on ne connaît pas qui est militant. Mais ça joue au quotidien. Il y a des millions de militants qui ont au quotidien. C'est le recensement. C'est comme le renouvellement du sommier. Moi, je ris parce que c'est problématique parce que si vous allez par exemple sur le centre de Brudé ou d'Amen Voba, on vous dit qu'on est militant, on est sympathisant. Le militant, généralement, c'est celui qui a la carte. Et la carte d'un parti politique s'achète. C'est-à-dire que sur la base, avant d'aller voir combien nous sommes, vous devez d'abord combien de gens ont acheté la carte. La carte il y en a qui sont achetés, ils sont morts. Donc il faut de toutes les façons. Même ça, on ne nous dit même pas d'abord combien, on ne nous dit pas combien d'abord vous êtes. Ça montre que. On vous dira bientôt, non? Mais il faut qu'on nous dise que. On était comme ça là. Et puis maintenant, on veut chercher pour voir si. On va vous dire, rassurez-vous. Vous connaissez les Camerounais. Vous connaissez par exemple les militants, vous connaissez par exemple les citoyens. Parce que c'est assez problématique parce qu'il nous dit là justement qu'on ne milite pas au RDPC par idéologie, par conviction. Beaucoup de gens y vont justement parce que. On allait voir un gars qui a fait sciences économiques, il a fait beaucoup de concours d'État, il n'a pas eu. Il pense que c'est la seule alternative d'aller entrer dans le parti. Et finalement, il peut avoir une chance que son nom puisse passer au prochain concours. Donc, il n'y va pas parce qu'il ne va pas forcément dans le parti, justement parce qu'il aime le parti. Et c'est ça qui est tout le drame, justement, que quand il parle de l'héritage, est-ce que les gens vont forcément aimer le Rassemblement démocratique camerounais? Moi, je pense que le parti ne sera pas pérenne après le départ de l'actuel président national du Rassemblement démocratique camerounais. Pourquoi? Parce que beaucoup de ceux qui sont par affairisme.
Vous voyez que les hommes d'affaires parfois sont obligés de faire ami aussi. Parfois même d'être dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous allez voir que même la majorité de ceux qui sont maires, des sénateurs, des députés, des conseillers municipaux ne sont pas la volonté de la base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il y a trop de frustration. Vous allez voir qu'un gars qui est populaire, qui a travaillé au quartier, ainsi de suite, après, il restait là, on vous dit que le représentant, l'envoyé spécial du comité central est venu de Yaoundé avec une liste. Celui-là n'est pas au courant des réalités locales. Et du coup, c'est un problème. Et ça montre donc que si le président n'est plus là, national, pour impulser, la base va faire comme ce qui s'est passé en 2013 à Yabassi lors des municipales législatives, où la base a choisi Jacques Maboula Boya. Et on est venu de Yaoundé avec un autre nom. Jacques Maboula a donc migré vers l'UPS. Et puis il a pris la mairie de Yabassi. Avec les mêmes militants. Avec les mêmes militants. Donc c'est symptomatique de ce qui va se passer. Donc il ne faut même pas regarder pour voir si les Camerounais vont jamais. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, si le président actuel, qui est en même temps le président de la République, lui-même, s'il veut laisser un parti, qui peut survivre, qui peut pérenniser même son nom, parce qu'on dit qu'il est le créateur, lui-même, actuellement, avec le congrès qui s'annonce, il faut qu'il fasse ce qu'il a appelé la transition générationnelle. Est-ce qu'on a même annoncé le congrès? On a parlé non, parce qu'il disait que le sommier, après le sommier, on va faire les élections au niveau de la base. Après la base, on va convoquer le grand congrès. Vous savez que c'est depuis 2011 qu'on a pu jamais convoquer le congrès. Alors, Georges Sémé, il y a... est-ce que vous avez le sentiment que le RDPC tel qu'il se présente là est un parti qui mérite toujours la confiance des Camerounais? Est-ce que son avenir est hypothéqué? Alors, là, vous parlez, sans le dire, de la question de l'alternance. L'alternance d'abord au sein du RDPC. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours le président Biya qui est à la tête de ce parti depuis 1982. Et quelqu'un tout à l'heure a parlé de transition générationnelle au sein du RDPC. Et c'est une question aujourd'hui fondamentale dans ce parti. Oui, et c'est le président de la République lui-même qui l'a évoqué dans son discours du 10 février dernier. Effectivement, il a parlé de transition générationnelle. Bien avant, il a parlé d'un dosage, d'un savant dosage entre les jeunes, mais également un dosage de genre. Donc ça pose concrètement le problème de l'alternance même au sein du parti. Maintenant, vous me demandez s'il faut que le Cameroun continue avec le RDPC. Bon, je crois que les règles de dévolution du pouvoir ou alors de conquête de pouvoir sont clairement définies dans notre constitution. Il faut passer au vote. Il faut passer au vote et toute personne qui veut acquérir le pouvoir devra battre le RDPC. Mais je pense qu'en l'état actuel du RDPC qui est en train de renouveler son sommier en prélude à un éventuel congrès, en l'état actuel de ce parti, je le considère comme le parti le plus puissant du Cameroun. Il est le mieux structuré parce qu'il est présent dans 360 circonscriptions communales, mais c'est également un parti financièrement puissant parce que on cotise abondamment, mais on utilise également les ressources de l'État pour faire fonctionner le parti, mais il a également une ressource humaine importante. Donc, mais il semble que l'argent du parti n'est pas dans les caisses du parti, c'est dans les poches ou bien dans les tiroirs de certains ministères ou alors dans les cambuses de certains dirigeants de notre pays. Donc, c'est un parti qui peut se renouveler, mais il appartient cette fois-ci sur la question de l'alternance au pouvoir au Cameroun, aux électeurs de se prononcer sur l'avenir du RDPC ou alors sur l'alternative qu'on peut avoir d'un autre parti qui viendrait remplacer le RDPC. Donc je pense que on attendra les résultats que donnera le renouvellement du sommier et on attendra 2025 pour la prochaine élection présidentielle d'où sortira certainement un homme nouveau. Si éventuellement le président actuel ne se représente pas. Oui, s'il n'y a pas d'élection anticipée non plus. Alors, Footing Zodjou, les Camerounais devraient continuer à faire confiance au RDPC. J'imagine que la réponse est non. Puisqu'ils ne l'ont jamais fait, d'ailleurs, les élections, on est allé de scandale en scandale et en 92 où pour la première fois, le RDPC fait une élection démocratique. Et même ils sont tous conscients que les résultats du SDF avaient été volés. Et pour les élections de 2018, nous attendons toujours les 32 PV. D'abord,
avant de dire que les 32 PV même ne peuvent pas suffire pour déclarer vainqueur un candidat. En réalité aujourd'hui, l'avantage que le peuple camerounais a est que le RDPC est en train de tendre vers sa fin, puisque le candidat naturel lui-même, il est déjà assez fatigué. Et si demain, il n'est plus là, je suis sûr qu'il disparaîtra avec le RDPC, parce que la manière dont le parti est géré, même s'il transfère la présence du parti à un autre individu avec la guerre des clans qui aujourd'hui à l'intérieur du parti, on ne s'en sortira pas. Donc là, ça conforte le peuple parce que le peuple considère le RDPC comme l'origine de tous ces malheurs. Et avec l'avènement des nouvelles chapelles politiques telles que le mouvement pour la renaissance du Cameroun dont je représente ici, nous avons au moins un espoir que demain le Cameroun peut aussi connaître l'autoroute, il y a les deux capitales. Le Cameroun peut peut-être alimenter énergiquement au moins 50% des ménages. Le Cameroun peut au moins subventionner 25% des frais de santé, parce qu'on ne gouverne pas juste parce qu'on est un parti politique. On ne crée non plus un parti politique parce qu'on veut exercer une certaine virilité sur le peuple. On ne crée pas parce qu'on veut être secrétaire général, député, maire, sénateur. Non, c'est pas pour ça qu'on crée un parti politique. On crée un parti politique parce qu'on a un souci du développement, et pour ce qui est du souci du développement, on peut à juste titre dire, au regard de ce que le Cameroun est devenu aujourd'hui, que le RDPC n'avait pas été préparé pour développer le Cameroun. Le représentant du RDPC ne dira pas le contraire. D'ailleurs, aujourd'hui, ces jours-ci, nous subissons tous les conséquences des coupures d'électricité. Ça ne touche pas que les militants de l'opposition, ça ne touche pas que ceux qui sont en prison, ça touche tout le monde. Et puis, nous ne pouvons pas aller à Yaoundé, en 4 heures de temps. Pourtant, c'est moins de 250 km, ce qui devrait prendre maximum 2 heures si nous avions des routes. Et là, les conséquences, ça ne touche pas que les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc, le peuple n'a jamais fait confiance au RDPC parce qu'on ne peut pas faire confiance de manière libre à son oppresseur. Ils utilisent des moyens de manipulation, d'exploitation, de clochardisation pour amener le peuple à croire qu'il a choisi. Mais dans le fond, même les militants de base savent que les sénateurs qui sont au Sénat, les députés qui sont au Parlement ne sont pas le choix. Mais comment faire lorsque la pauvreté est aujourd'hui utilisée comme moyen politique? On affame le peuple et on l'utilise comme bétail électoral. Raphaël Nogou, on va regarder rapidement ce sujet qu'on a écouté dans le journal de Julien Berthe Bissaï. C'est la cérémonie de prestation de serment du président Faustin Archange Touadéra. Les élections ont eu lieu, c'était en décembre dernier. Il vient donc de prêter serment comme président de la République de RCA. C'est son deuxième mandat à la tête de ce pays voisin. Il faut dire que le professeur Faustin Archange Touadéra est à son deuxième mandat, comme vous l'avez dit, et qu'il a la chance jusqu'ici de n'avoir pas déjà été renversé comme ce fut le cas avec François Bozizé et Ange-Félix Patassé de regretter mémoire. Et parce que c'est un pays qui a une forte tradition d'instabilité politique. Justement, dès même les débuts des années de l'indépendance de ce pays. Alors, il a eu cette chance et je pense qu'à un moment donné, même Dieu lui-même est souvent derrière certaines personnalités. Je crois que M. Footing ne va pas le nier. C'est également que le président Biya, au moins, pour notre pays, nous connaissons cette stabilité-là. Il n'y a pas de coup d'État tous azimuts que nous croyons ailleurs. Donc nous pouvons dire bon vent au professeur Archange Touadéra pour qu'il continue à diriger ce pays malgré les regards de certains pays qui veulent aller exploiter ce pays-là, le sous-sol de ce pays, et qui veulent absolument créer le chaos. Parce qu'on sait, si aujourd'hui ce monsieur n'avait peut-être pas pris les Russes pour être à sa garde, peut-être qu'on n'en serait pas là où nous sommes. Vous vous souvenez, avec tous les bruits, avec tout ce qui est comme menace. Et justement, une menace centrafricaine est un début de risque pour le Cameroun également. Parce que quand la Centrafrique est menacée, le Cameroun doit pouvoir prendre les dispositions pour éviter justement le chaos. Donc je pense que nous lui souhaitons bon vent et que justement Dieu continue à le bénir pour que la paix revienne définitivement en Centrafrique.
Cette paix est si chère au président Archange Touadéra, puisqu'on a écouté dans son discours d'investiture, Amar Rodolphe Diallo, il souhaite de tous ses voeux que cette paix-là revienne. Il a mis en garde les bandes armées qui pullulent dans le pays et comme l'indique Raphaël Dougou, comme Camerounais, nous ne pouvons que souhaiter que la paix revienne dans ce pays parce que étant des pays voisins, plus il y a la paix, mieux ça vaut pour nous aussi. Oui, et le Cameroun vend aussi énormément en Centrafrique, oui. Notamment en termes de vivres, et ainsi de suite. Il faut quand même saluer Faustin Archange Touadéra, même si son premier mandat il n'a que gouverné Bangui, et que maintenant il tente un peu de prendre la quasi-totalité des provinces, notamment avec la symbiose des Russes, mais également des Rwandais. Il faut quand même voir que il est arrivé quasiment dans un pays où il y a eu des coups d'État successifs. Bouzizé a renversé, Bouzizé était avant un porteur de sac de patassé. Il a fui, après il est venu à renverser patassé. Bouzizé lui-même a été renversé par Dutodia. Après Dutodia, il y a eu la transition avec Kateri Samba Panza. La transition a fait en sorte que Faustin Archange Touadéra soit élu démocratiquement et puis qu'il soit reconduit. Pendant son premier mandat, il n'a pas pu, en tout cas, mettre sur pied quand même une armée centrafricaine, ils appellent ça les FACA, une armée centrafricaine qui pouvait reconquérir le territoire, parce qu'il faut voir que pendant les 5 ans, il gérait bien Bangui, d'ailleurs que l'archevêque de Bangui avait quand même, il ne maîtrisait que Bangui, les autres régions étaient encore, les autres provinces étaient encore entre les mains des rebelles. Maintenant, il y a qu'il a noué des partenariats, notamment avec des Russes, avec des Rwandais. Il faille que ceux-là, même si c'est encore des prédateurs, et on dit souvent que quand on se noie, on peut s'accrocher sur le serpent. Je crois que c'est le bon serpent. Il peut s'accrocher sur les Russes pour reconquérir le territoire et enfin construire la Centrafrique. Voilà, parce que Bouzizé, lui, ne sait que faire la guerre. Et comme j'ai dit tout à l'heure que c'était un porteur de ça, vous allez voir un gars, on ne sait pas combien il a fait pour se retrouver à Bangui en 2020. Il a été déclaré persona non grata pour la présidentielle de décembre et il est encore allé à la tête de ce qu'ils ont appelé le fameux CPP. Donc, je pense aussi qu'il faut plaindre le peuple centrafricain parce qu'on a l'impression qu'ils ne grandissent pas, qu'ils sont plus dans la mouvance. Oui, mais ils ont pris dans les taux des bandes armées. Non, même s'ils sont pris dans les taux des bandes armées et qu'il y a ce que la fameuse, ou bien c'est la MINUSCA, la mission de maintien de la paix en Centrafrique, qui est une combinaison des forces camerounaises, tchadiennes, gabonaises, ainsi de suite. Parfois, moi, je me demande est-ce qu'on était obligé de passer par l'ONU? Parce qu'on vous dit parfois que le mandat de l'ONU est restreint et que si les chefs d'État de la sous-région voulaient normalement qu'il y ait de la paix en Centrafrique, ils pouvaient travailler en sourdine. C'est-à-dire qu'ils pouvaient envoyer des militaires congolais, équato-guinéens. Une sorte de force mixte multinationale. Mixte, même quelque chose qui n'est pas officiel. Soutenir l'armée centrafricaine. Pour tuer les rebelles. Pour faire en sorte que, et effectivement, ça se fait. Si on veut vraiment le maintien de la paix, véritablement dans la sous-région, mais vous allez voir que, comme la quasi-totalité des chefs d'État de la sous-région sont mal élus et qui sont sous la voie de la France, et là, vous la France qui veut déstabiliser la Centrafrique pour des matières premières, aucun chef d'État de la sous-région ne peut jamais jouer ce jeu-là. Il était donc obligé d'aller surfer avec les Russes et les Rwandais. Donc, moi, il me semble aussi que le peuple centrafricain doit prendre son destin. Mais s'ils sortent tous, les rebelles ne peuvent pas véritablement le prendre en otage. Ils doivent accompagner le président Archange Touadéra. Je crois que c'est un ange pour ce pays, pour qu'il puisse véritablement rétablir la paix. Et quand il va rétablir la paix, l'autre défi sera maintenant de mettre sur pied une armée centrafricaine compétitive. Parce que vous savez que le pays est sous embargo. On ne voit pas comment ils ne peuvent pas acheter des armes à l'extérieur, comment ils vont combattre les rebelles. Georges Sémé, c'est vrai que dans le développement de Amar Rodolphe Diallo, il interpelle notamment ces institutions qui ont été créées dans le sillage de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, notamment le COPAX ou encore le FOMAC, les forces de maintien de l'ordre d'Afrique centrale. Il y a COPAX, il y a FOMAC, mais de façon globale, il y a un défi qui est le défi sécuritaire en RCA et qui interpelle le deuxième mandat de Faustin Archange Touadéra. D'abord, je commencerai par dire que la situation en République centrafricaine interpelle directement le Cameroun parce que notre pays a des liens très forts, les liens historiques très forts avec la République centrafricaine. D'abord à travers les liens, la culture, les populations, parce que il y a
Batouri au Cameroun. Mais il y a également Batouri en République centrafricaine. Au Cameroun, il y a une ethnie qu'on appelle les Baka. Il y en a aussi les Baka en République centrafricaine. Pareil pour les Bayadons. Il y a des liens historiques extrêmement forts entre le Cameroun et la République centrafricaine. Mais également des liens économiques. La République centrafricaine est un pays de l'Interland qui est dépourvu de façades maritimes et 95% de ses marchandises transitent par le port de Douala. Et on a vu l'impact négatif du blocus qui a été opéré par les rebelles sur d'abord l'économie camerounaise, mais également sur l'économie centrafricaine, parce que plus de 1000 camions étaient bloqués au niveau de la frontière à partir de Kenzo et Garaboulaye. Qui n'était plus, Bangui n'était plus arrosé par ces camions qui transportaient des vivres du côté de la RCA. Donc la situation à RCA interpelle fortement le Cameroun. C'est un pays qui a 622 000 km², 16 préfectures, avec à peine 3 millions d'habitants, mais extrêmement riche. Ils ont le diamant, un diamant alluvionnaire qui n'est pas très profond. Ils ont l'or, ils ont le mercure et des forêts immenses. Mais malheureusement et paradoxalement, ce pays a une population qui vit encore en dessous du seuil de la pauvreté, au moins à 90%. Donc, ça pose le problème de gouvernance. Et les autres panélistes ont relevé tout à l'heure la tradition de coup d'État depuis Barthélemy Boganda, Bokassa, David Dako, Kolingba, Patassé, etc., etc. Ils n'ont connu que des coups d'État jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, ils peuvent bien évidemment bénéficier de la richesse de leur sous-sol. Et ces coups d'État sont instrumentalisés par des puissances extérieures, dont la France, il faut pas se le cacher, la France et le Tchad, qui ont toujours tiré les ficelles de l'insécurité au niveau de la RCA. On peut comprendre pourquoi tout à l'heure, dans le reportage de Serge Alain Autou, on a vu l'ambassadeur de Russie en RCA qui était très applaudi, fortement acclamé. On aurait pendant son entrée. Voilà, on aurait pu y ajouter l'ambassadeur du Rwanda, parce que ce sont ces deux pays aujourd'hui qui supportent de façon substantielle la sécurité en République centrafricaine. N'eût été ces deux pays, je crois que Bozizé, qui a pris la tête aujourd'hui de la CPC, aurait renversé le président Touadéra. Et dans son discours, il a insisté sur l'aspect sécuritaire, qui toujours n'est pas très rassurant. Après les accords de Khartoum qui ont été signés, je crois, il y a 3 ans, avec 14 groupes rebelles, on pensait que le bout du tunnel en matière de sécurité a été atteint. Malheureusement, la CPC s'est formée. M. Bozizé est revenu en République centrafricaine. Il a repris la tête de la rébellion et on se retrouve encore dans la même situation qui a commencé depuis les années Barthélemy Boganda, c'est-à-dire l'insécurité. Avec l'apport de la Russie et du Rwanda et des autres forces sous-régionales, je crois que la situation sera inversée. Et la dernière nouvelle qui nous vient quand même, c'est que en dehors de Bangui, qui était le bastion de gouvernance d'un président de la République, il y a d'autres préfectures qui sont en train d'être conquises par l'armée centrafricaine progressivement, avec l'apport bien évidemment de l'armée russe et de l'armée irlandaise. Dans ce nouveau mandat, se situe certainement dans la logique des espoirs, de la pacification, des espoirs en matière de sécurité, mais des espoirs également en matière économique, parce que la République centrafricaine regorge, comme je disais, d'énormes potentialités qui ne bénéficient malheureusement pas à cette population qui n'est que de 3 millions d'habitants, mais qui continue de croupir dans une misère incroyable. Faustine Soudou, un mot sur la RCA. Le président Archange Faustin Touadéra, réélu pour un deuxième mandat, qui prête serment, et puis le principal défi sécuritaire. On ne peut que souhaiter bonne chance à la Centrafrique et que le président essaie d'investir beaucoup dans l'éducation des populations, parce que l'une des causes de toutes ces rébellions aussi est le manque d'éducation, parce qu'un peuple qui n'est pas éduqué est facilement instrumentalisé. Donc je ne peux que leur souhaiter bonne chance. Pas grand chose, mais aussi attirer l'attention, comme le disait Amand Roland, le véritable problème de fond est que les chefs d'État de la sous-région qui pouvaient aider la Centrafrique ne sont pas aussi parfois souvent choisis par le peuple, d'où la difficulté même de mettre sur pied une synergie sous-régionale de défense, parce que ces mêmes chefs d'État vont aller en Centrafrique peut-être mettre la sécurité, alors que cette sécurité est bafouée
par ceux-là qui les installent au pouvoir dans leur pays. Alors pour protéger leur part de pouvoir, ils sont obligés de rester tranquilles, de regarder la RSC accroupie. Et c'est ce que nous dénonçons dans l'élan panafricain, parce que d'une manière ou d'une autre, il n'y a que la solidarité africaine qui peut construire le développement. Non, en fait, il est difficile pour ces chefs d'État qui n'ont pas la légitimité d'aller travailler pour la légitimité des autres. La question de légitimité est très importante en matière de sécurité. On va s'arrêter là pour ce mardi. Infiniment merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Raphaël Ndougou, merci d'être venu sur ce plateau. Merci Duval, merci de m'avoir invité. Merci Fosing Zotou d'être venu. Merci à vous, Georges Sémé, d'avoir accepté de venir. Tout le plaisir était pour moi. Merci Amar Odolphe Diallo. Merci à toute l'équipe technique autour de Mitrandam. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir de ce mardi 30 mars 2021. Bonsoir chez vous.